le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie et un peu émue de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog rapide de remise en jambe parce que habituellement c'est vrai que quand je disparais quelques semaines, quelques mois de YouTube, j'aime bien revenir avec un update lecture histoire de remettre un orteil tranquillement dans le jeu, mais là je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de reprendre la caméra sans pression, sans... voilà, juste de papoter lecture avec vous depuis tout ce temps. Et si jamais vous vous demandez où est-ce que j'étais passée, c'est assez simple. En gros, depuis début septembre, j'assure le remplacement d'une de mes collègues qui assure elle-même le remplacement d'une autre collègue dans un autre service. Du coup, je suis montée en grade et en fait, pendant tout le mois de septembre, le temps qu'on trouve une personne pour assurer mon propre remplacement, et ben j'étais sur 2 postes à la fois, donc c'était énormément de travail, surtout qu'on a de nouvelles personnes qui sont arrivées dans l'équipe qu'il a fallu former. Donc je vous laisse imaginer l'arrivée à un nouveau poste tout en continuant à assurer ses anciennes missions, le tout en formant 2 personnes. C'était un petit peu compliqué. Et puis ces dernières semaines, là, la semaine dernière, pendant 10 bonnes grosses journées, j'étais malade comme un chien, donc du coup impossible de prendre la caméra, de faire des stories, de me remettre en jambes. Donc là, c'est l'occasion. On est vendredi 22 octobre, il est à peu près 13 h et je suis en congé aujourd'hui. C'est-à-dire que hier soir, je me suis dit ok, j'ai un peu rattrapé tout le boulot qui était en attente depuis longtemps, je me sens à peu près confiante, j'ai un peu récupéré, donc l'horizon se dégage, c'est le moment de poser une journée pour profiter. Et en plus aujourd'hui il fait beau, donc je vais pas tarder à sortir. C'était l'occasion parfaite de me lancer dans un petit vlog, je suis toute seule à la maison, donc je suis vraiment ravie de vous retrouver. Et j'espère que c'est réciproque parce que vraiment vous m'avez énormément manqué. Bien entendu, depuis la dernière fois que j'ai passé une tête sur YouTube, j'ai lu beaucoup de choses, mais rien de vraiment fondamentalement marquant. La dernière fois que j'ai allumé ma caméra, c'était également à l'occasion d'un vlog et je vous avais parlé des tomes 2 et 3 de Anne de Green Gables, donc Anne d'Avonlea et Anne de Redmond, qui ont été d'extraordinaires lectures. Je vais pas revenir là-dessus parce que vraiment j'en ai parlé en long, en large et en travers, donc je vous remettrai la vidéo en question dans le petit si jamais vous ne l'avez pas vue. Et depuis, faut bien reconnaître que ça a été un petit peu calme niveau lecture. Non pas que je n'ai pas lu, mais je me suis concentrée énormément sur les graphiques et je suis pas tombée sur des choses qui m'ont époustouflée, qui m'ont mis des paillettes dans les yeux. C'était pas forcément mauvais à chaque fois, c'est juste que il y a peu de choses qui ont retenu vraiment mon attention au point de me dire ok, j'ai envie d'en parler en vidéo. Donc je vous prépare un update lecture intégralement consacré au graphique dans lequel je balayerai un petit peu rapidement cette période avec quand même de jolies découvertes, mais pas de gros coups de cœur en vue, donc c'est un petit peu dommage. Mais si je reprends ma liste livre addict pour essayer de faire quand même un petit bilan, qu'est-ce que j'ai lu de sympa ces derniers temps? À l'occasion de quelques jours passés à Venise courant septembre, je me suis lancée dans La Ville sans vent d'Éléonore de Villepoix, le 2e tome publié chez Hachette, parce qu'il me fallait quelque chose, une valeur sûre qui allait retenir mon attention à partir du moment où j'allais foutre les pieds dans un avion pour la première fois en 9 ans. Parce qu'il faut savoir que vraiment l'avion c'est un truc qui me colle une peur bleue, j'en suis phobique. Et je ne sais pas si c'est l'effet 9 ans plus tard, si c'est l'effet j'étais avec une amie avec qui ça s'est bien passé, ou si c'est la lecture qui m'a suffisamment distraite. Toujours est-il que le vol s'est admirablement déroulé et que j'ai vraiment pu profiter de ce 2e tome qui était une excellente lecture parce que j'avais eu un coup de cœur pour le premier volume. Et je sais pas pourquoi j'ai attendu quand même très longtemps avant de me plonger dans cette suite et fin, parce que j'avais peur d'être déçue, parce que j'avais adoré cet univers vraiment original, qui était foisonnant, qui était riche, qui était bien pensé, qui était inventif. Et dans un coin de ma tête, j'avais peur que le tout s'effondre, que le tout retombe un peu comme un soufflet avec le dernier volet, et absolument pas. Éléonore de Villepoix, de bout en bout, m'a surprise, m'a vraiment fait passer un excellent moment. C'est terriblement divertissant. Et je me dis que si jamais vous n'avez jamais entendu parler de ces bouquins, vous ne savez pas du tout de quoi il est question. En gros, dans La Ville sans vent, on va suivre l'histoire d'Hyperborée, qui est donc une cité posée en plein dans une montagne enneigée perpétuellement, sauf qu'elle est protégée par toutes ces intempéries, par le froid, par les vents glaciaux, grâce à un dôme magique. Et cette cité est très intéressante puisqu'elle est organisée par niveau. Donc vous avez les populations les plus pauvres, souvent issues de l'immigration, qui sont donc dans les bas quartiers, dans les bas-fonds, qui sont assez mal entretenus. Et en fait,
au fur et à mesure vous avez des barrages qui vous permettent de monter dans les niveaux supérieurs, et plus vous montez, plus vous êtes aisé, plus vous avez accès à l'éducation et plus vous pouvez également profiter de la magie et apprendre à la contrôler et à faire partie de ce système politique, social. Bref, c'est déjà hyper intéressant d'un point de vue world building parce qu'il y a énormément de trouvailles. On pourrait se dire que ce côté société nivelée a déjà été vu et revu maintes et maintes fois, mais je vous assure que l'autrice arrive à capter son public et à créer un univers qui lui appartient en propre. C'est vraiment chouette. Et en gros, dans cet univers, on va suivre l'Astyanax, qui est un apprenti mage qui vient juste de décrocher son diplôme, sauf que manque de peau, en plus de son investiture, il va devoir jongler avec l'assassinat brutal et vraiment soudain de son mentor, qui était donc ministre dans cette société. Et le jeune homme va donc devoir se dépatouiller dans cette investiture un petit peu tendue, et en parallèle de ces soucis, une jeune femme dont on sait assez peu de choses va débarquer dans la ville à la recherche de son père. Mais je ne vous en dis pas plus parce que vraiment cette lecture, moins on en sait, plus on en profite, donc n'hésitez pas. Et c'est ce que je vous disais, le premier tome avait été un coup de cœur et le deuxième volume n'est vraiment pas en reste. Donc duologie que je vous recommande parce que si vous avez aimé Les Fiancés de l'hiver, si vous aimez les univers atypiques, qui ne ressemblent à rien d'autre, qui sont magiques, qui sont bien rythmés, qui sont peuplés de personnages très incarnés, très tangibles, avec des défauts, avec des failles. Je vous recommande sincèrement cette duologie, vous allez vous régaler. On va terminer ce panorama avec les deux romans que je lisais en parallèle, qui sont ces petites choses qui sont pas vraiment si petites en fait, surtout pour Nevermoor. En gros, je suis en train de lire le soir All Our Hidden Gifts, donc de Caroline O'Donoghue, publié chez La Martinière Jeunesse, qui est un texte sur lequel je suis depuis un moment, mais j'arrive quand même gentiment à la fin. Et je suis un peu dubitative. Au début j'étais hyper enthousiasmée par cette lecture parce qu'on va suivre Maeve Chambers, qui est donc notre héroïne principale, qui est dans un lycée réservé exclusivement aux filles. Et elle va être collée pour je sais plus quelle sombre affaire, quelle sombre bêtise. Et en fait elle va devoir faire du tri dans un vieux placard, dans un souterrain de son lycée. Et dans ce placard qui vraiment regorge de bric-à-brac divers, elle va tomber sur un jeu de cartes de tarot qui va un peu bouleverser sa vie parce que cet élève qui est un peu médiocre, qui est pas hyper apprécié ou populaire, va se révéler hyper douée pour décoder le tarot, et donc elle va se lancer un peu dans des lectures, dans des séances avec toutes ses camarades et gagner vraiment en popularité autour de ce truc-là. Sauf qu'un jour, une étrange carte qui la met mal à l'aise va arriver dans son jeu, comme ça, du jour au lendemain. Elle ne sait pas du tout à quoi correspond cette carte, elle ne sait pas d'où elle sort, et cette carte va sortir pendant un tirage qu'elle fait à l'une de ses anciennes meilleures amies, Lily. Et à la suite de ce tirage, Lily va disparaître des radars, on ne sait absolument pas où est-ce qu'elle est passée, et ça va être un petit peu le récit de cette ancienne amitié, donc ça va être pas mal de résurgence, de regrets, et ce mystère autour de cette disparition. Et très rapidement, en fait, ce qui me plaisait beaucoup dans le côté tarot, dans le côté un peu occulte, va être mis de côté. Et j'ai un problème avec ce bouquin, c'est qu'il y a de bonnes idées, mais ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on va avoir aussi des questionnements autour du genre, qui au demeurant sont intéressantes, mais qui sont pas assez abouties. Et on sait pas trop quelle place l'autrice veut leur donner dans cette histoire. Et on va avoir aussi des résurgences de magie, mais qui sont mal foutues, du coup on n'y croit pas du tout. Enfin moi j'ai du mal à me dire que les personnages acceptent ça de façon aussi naturelle. Ça arrive un peu comme un cheveu au milieu de la soupe, donc je sais pas, je suis un peu mitigée par cette lecture, donc on en reparlera puisque j'avance un peu tous les soirs dedans, donc ce sera l'occasion de suivre ça au fil du vlog. Mais ouais, petite déception quand même. En revanche, grosse kiffance pour le troisième tome de Nevermoor, donc Holopox, écrit par Jessica Townsend et publié chez Pocket Jeunesse. Ne vous inquiétez pas, je ne vais rien en dire parce que c'est un troisième tome et j'ai pas du tout l'intention de vous gâcher la surprise, parce que si vous ne connaissez pas Nevermoor et que vous cherchez une lecture jeunesse qui sera aussi folle, aussi immersive et aussi attachante que pouvait l'être Harry Potter à son époque, que peut l'être Magic Charlie de Audrey Alouette, qui fait partie pareil de mes séries favorites, vous allez vous régaler avec Nevermoor, parce que dans cet univers on suit Morrigan Crow qui fait partie de ces enfants maudits qui sont voués à mourir le jour de leur 11e anniversaire je crois, et à qui on impute tout ce qui ne va pas bien dans le monde. C'est-à-dire que vous avez une mémé qui perd son dentier, vous avez une vieille femme qui va se casser le col du fémur, ou quelqu'un qui va rater une tarte, ou vraiment le moindre petit incident désagréable lui est imputable, donc elle passe sa vie à être regardée de travers et à devoir écrire des mots d'excuses pour des choses qui ne sont
au fond pas de son fait. Et le jour de son 11e anniversaire, elle attend la mort, sauf qu'elle va être sauvée in extremis par Jupiter North, un étrange rouquin qui vient d'un autre monde, qui va l'embarquer du coup à Nevermore, qui est un endroit magique, incroyable. Et je ne vous en dis pas plus, mais c'est une série, je crois, qui est destinée à compter 9 tomes. Mais on n'est pas sur les 9 tomes des Gardiens des Cités Perdues où l'autrice étire à l'infini et à l'infini une intrigue qui pourrait être clôturée en 4. Non, clairement. Là, on est sur un univers fouillé, qui est totalement nouveau, terriblement inventif. On va de trouvaille en trouvaille et c'est hyper bien dosé et les personnages sont un régal à suivre. J'adore Morrigan, j'adore son mentor, j'adore... Bref, je suis totalement conquise par cette histoire et je suis en train de le découvrir en livre audio. Donc qui est disponible sur Audible et c'est vraiment une super expérience de lecture. La comédienne qui l'interprète est excellente et d'ailleurs comme je vais sortir, aller m'acheter à manger, faire 2-3 courses, récupérer un colis à la poste, je vais continuer tranquillement ma lecture et je vous embarque avec moi pour cette journée. J'espère que ça vous plaira et je vous fais plein de bisous. À plus tard. Sitting in silence, we still feel the vibe, but you could not say a word, and I know what you just decided. We'd be right in the same wave. Oh, the water's perfect, babe. The heat is rising, the time is melting from my fingertips. So nothing compares to this. Nothing ever will compare to this. You and I making fire, I can take ya. I can make it better, baby. Running away every day, feeling the same in a different way. You and I making fire, I can take ya. I can make it better, baby. Running away every day, feeling the same in a different way. Hey, je vous récupère plus tard, il est 17h et j'ai enfin fini de déjeuner en regardant l'épisode 2 de la saison 2 de The Morning Show. Si vous ne connaissez pas, c'est une série qui est dispo sur Apple TV et qui est portée par Reese Witherspoon et Jennifer Aniston et qui se passe au sein d'une grande chaîne d'infos américaine qui s'appelle UBA et qui prend place un petit peu dans le mouvement MeToo avec des accusations de harcèlement sexuel de l'un des présentateurs d'une matinale très suivie aux États-Unis. Et ça va être un petit peu les retombées et l'explosion que ça va susciter à la fois dans les médias, à la fois au sein de l'équipe, à la fois au niveau des spectateurs. Et c'est très intéressant, même si c'est pas la série, je pense, la plus folle du monde, parce qu'il y a quand même beaucoup de lenteur. Les personnages sont vraiment détestables. Et là j'ai commencé la saison 2 et vraiment sans rentrer dans le détail, il y a 2 choses qui sont un petit peu désarçonnantes. C'est que déjà, on commence à parler du coronavirus parce qu'en fait le tout début de la saison 2 commence en décembre 2019 et il y a des prémices, en fait des petits clins d'œil, comme lorsque l'un des collaborateurs doit choisir plusieurs sujets d'infos qui vont passer comme ça très rapidement dans les brèves et il lui dit au passage quelque chose sur je sais plus, le Brésil, sur voilà, des faits divers, et il lui parle d'une maladie pulmonaire qui commence à inquiéter l'État chinois puisque 27 personnes sont malades, et c'est là qu'on commence à se dire ok, donc on va vraiment aller dans cette direction, et effectivement dans l'épisode 2 on en parle un petit peu davantage. Mais donc il y a ce côté, est-ce que j'ai vraiment envie de revivre l'épisode Covid vu par les États-Unis ? Pas sûr en ce moment, et puis surtout le personnage qui est porté par Reese Witherspoon qui s'appelle donc Bradley est absolument imbuvable. Vraiment là, ce début de saison 2, je ne peux pas la supporter. J'ai envie de lui tondre la tête et de lui faire manger ses cheveux pour qu'elle s'étouffe avec. Ça vous donne une petite idée. Mais donc tout ça pour dire que j'ai fini de regarder le 2e épisode de The Morning Show. Mais pour le coup je suis pas venue vous parler de série parce que même si j'avance bien dans Nevermore que j'ai mis en livre audio pendant que je suis allée faire mes courses, que je suis allée me balader dans le quartier, que j'ai préparé à manger, ce genre de choses, j'ai envie d'une autre lecture parce que c'est un projet qui m'appelle et c'est un texte qui je pense va me faire sortir de ma zone de confort mais qui m'intrigue beaucoup parce que apparemment
C'est un objet un peu hybride dans le sens où il peut aussi bien s'adresser aux ados qu'aux adultes, à tel point qu'il a fait l'objet d'une sortie simultanée chez 2 éditeurs, à la fois dans une collection adulte et à la fois dans une collection ado. Et du coup moi j'ai reçu le texte qui est sorti chez Pocket Jeunesse, qui s'appelle Le fracas et le silence. C'est écrit par Cory Anderson et je crois qu'il est question de 2 frères qui sont orphelins et l'aîné des 2 va devoir chercher un sac de billets de banque pour essayer de sauver un petit peu leur train de vie parce que c'est très difficile depuis qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et de l'autre côté on suit la fille d'un baron de la drogue qui apparemment est à la recherche de ce même mystérieux sac de billets. Et je suppose que ces 2 filles vont finir par se rejoindre à un moment ou à un autre. Et on me l'a présenté vraiment comme un texte très fort, coup de poing, qui fait partie vraiment des coups de cœur de l'équipe éditoriale de cette année. Je me serais pas spontanément dirigée vers ce livre en librairie, mais vraiment d'en avoir entendu des échos aussi personnels, autant touchés, autant émus. Franchement j'ai envie de voir ce que ça donne et je me dis que ça peut être une lecture très sympa à égrener au fil du week-end, donc je vais vous emmener avec moi, on va voir ce que ça donne et puis let's go, à plus tard. Sometimes the going gets rough and so I close my eyes and drift away to a happy place. Yeah, 'cause I get to forget for a moment, drowning out all the noise. I'm in my own space, up in space. You could call it cloud nine, maybe. Hey, je vous récupère un peu plus tard puisqu'il est déjà 17h47 et je me suis dit que j'allais vous faire un petit update sur le fracas et le silence que j'ai donc attaqué tout à l'heure. Et j'en suis à une 50aine de pages. Et autant vous dire qu'on n'est pas du tout sur une ambiance folichonne, hein. Sur l'échelle du glauque ça monte progressivement et on est sur une ambiance bien plombée, puisque si je dois compléter un peu le résumé que je vous faisais tout à l'heure, on va donc suivre Jack, 17 ans, et Mathis, son petit frère, qui vivent tous les deux seuls avec leur mère, qui est droguée, qui n'a pas d'argent parce que leur père est en prison, puisque c'est un braqueur, un truand, un criminel notoire qui s'était associé avec l'un des chefs de la mafia du coin. Et en gros, les 3 vivent dans une baraque pas hyper bien isolée, très petite, avec des moyens pour le moins limités. Et en fait, l'histoire commence quand Jack va rentrer du lycée. Ne pas trouver sa mère dans son rocking chair habituel, puisqu'en fait sa mère est devenue l'ombre d'elle-même depuis que le père est en prison, dans la mesure où elle se drogue et c'est vraiment à un niveau très élevé, puisque du coup elle n'a que la peau sur les os, elle s'évanouit, elle est malade régulièrement, donc du coup ne la voyant pas dans ce rocking chair, il se dit qu'elle a encore la tête dans la cuvette en train de rendre tripes et boyaux, sauf que quand il ne la voit pas dans la salle de bain, il se dit ça sent un peu le pâté, je vais aller voir dans la chambre qui était celle des parents avant que mon père se fasse choper, même si elle n'y va plus jamais. Et en fait quand il ouvre la porte, sa mère est pendue au ventilateur, donc voilà. Vous avez l'impression que je vous spoil peut-être beaucoup, mais c'est vraiment le tout début et c'est pour vous planter un petit peu le décor, parce que du coup Jack va voir sa mère pendue à ce ventilateur et se dire ok, donc mon petit frère rentre de l'école dans quelques instants, qu'est-ce que je fais? Et il va faire un choix, qui est un choix. Et en parallèle de cette histoire, on va suivre des bribes de pensée qui sont pris en charge par Ava, qui est donc une ado dans le même lycée que Jack, qui nous fait comprendre qu'elle l'a connu à une époque, pas très longtemps, que quelque chose est arrivé entre eux, enfin en tout cas qu'ils ont eu affaire l'un à l'autre puisqu'ils se sont fréquentés pendant quelques jours. On sait pas du tout pourquoi, quand, comment, ni quoi que ce soit, comment ça aboutit, mais en gros Ava va nous livrer comme ça des bribes de souvenirs et c'est pour le moins pas très joyeux. Donc voilà, je vous ai dit, j'en suis à une 50aine de pages. Je vais pas rentrer plus avant dans le déroulé de l'histoire parce que je pense que vous avez quand même une bonne base. Mais donc en peu de temps, j'ai quand même eu le droit à 2 scènes quand même bien... 3 scènes, allez, bien punchy.
Et on se dit va falloir avoir les nerfs un peu solides. Et j'ai cru comprendre dans la biographie de l'autrice qu'elle avait été très impactée dans sa vie de lectrice par La Route de Cormac McCarthy. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça se ressent. On est sur une écriture très brute. Je dirais pas désincarnée parce que c'est pas ça. Mais c'est une écriture à vif. C'est une écriture qui n'a pas le temps d'être élégante sans être totalement dépourvue de charme. En fait, il y a un rythme. C'est une écriture voilà, qui est à vif, qui est pesante et qui du coup se marie très bien avec cette ambiance. On ressent le froid, on ressent la détresse, on ressent le stress, on ressent le côté un peu gluant de cette atmosphère. Donc franchement, ça part très bien. Et j'ai hâte de voir où ça va nous conduire, même si je sens que vraiment je vais finir sous Xanax à la fin de ce bouquin. Mais pour me remonter un peu le moral, j'ai glissé le marque-page que je me suis offert cette semaine. Je le trouve vraiment mignon, je suis totalement fan, la qualité est super. Si jamais ça vous intéresse, je mettrai toutes les infos de la créatrice, son compte Insta et sa boutique Etsy en barre d'infos, n'hésitez pas à aller voir. Vraiment, j'aime beaucoup son travail, elle s'est lancée hyper récemment. Donc ce sera en plus l'occasion de soutenir une nouvelle artiste et je trouve ça quand même plutôt cool. Le plan des prochaines heures, ça va donc être de continuer le fracas et le silence. Je pense que je me ferai peut-être une petite pause Switch parce que j'ai bien envie d'avancer dans Haven Park, qui est l'un des derniers jeux dans lequel je me suis lancée, qui est grosso modo un jeu d'exploration dans lequel vous incarnez un petit oiseau, un petit piou-piou, qui va prendre la suite de sa grand-mère pour gérer, réparer, améliorer le camping familial qui s'étend en fait sur toute une île. Donc au début vous ne savez vraiment pas où vous êtes et vous avez une carte qui va se dessiner progressivement au fur et à mesure que vous explorez tous les coins et recoins. Vous pouvez réparer des trucs au fur et à mesure, ramasser des choses qui traînent justement pour vous aider dans le développement. Et après le but ça va être de construire quelques infrastructures pour accueillir de nouveaux touristes. Et je trouve ça très beau, il y a une musique très reposante, les paysages sont magnifiques et c'est vraiment une expérience, je trouve, très réconfortante. On est sur quelque chose d'apaisant qui est pas là pour vous stimuler outre mesure parce que vous n'avez pas vraiment besoin de réfléchir, il n'y a pas de difficulté particulière. Le principe c'est de déambuler sur les différentes zones de l'île pour débloquer des trucs, pour réparer de ci, de là, et en fait du coup vous avez juste la journée qui s'écoule, après ça passe à la nuit et c'est simplement beau. Je rapproche presque ça plus à de la méditation qu'à un jeu véritablement. C'est juste un moment tout doux que vous vous offrez et j'aime beaucoup. C'est assez limité dans le sens où il n'y a pas 1001 infrastructures différentes, c'est pas des trucs que vous pouvez upgrader, vous avez quelques améliorations de votre personnage et de votre carte et ce genre de choses, mais ça reste somme toute discret. Donc c'est pas un jeu que vous allez poncer, sur lequel vous allez passer 70 heures comme Animal Crossing, mais franchement c'est une expérience toute douce. Donc je pense que je vais faire des petites pauses lecture très plombante avec un petit jeu tout mignon comme ça, et puis je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog. À toutes. Hey, même pull, même spot, même jour, 18h30 et j'aime beaucoup ma lecture. Effectivement ça change assez radicalement de ce que j'ai l'habitude de lire et surtout avec cette ambiance, avec cette gravité, avec ce désespoir. Je comprends vraiment qu'il soit sorti aussi chez Fleuve Noir, sous une autre couverture d'ailleurs que je vous mettrai juste ici, que je trouve aussi très jolie et très adaptée. Et je viens d'attaquer le chapitre 10 et ce passage me donne envie de compléter un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure sur la plume que je qualifiais d'avif et de pas forcément, attaché au côté élégant et ronflant qu'on peut retrouver dans des textes de littérature. Mais pour autant, je voudrais quand même préciser qu'il y a une certaine poésie ou en tout cas une certaine gravité et une tension qui en font quelque chose quand même de très intéressant à suivre. Et je vais vous lire juste un petit passage de ce chapitre 10 en squeezant les 2-3 phrases qui risqueraient de vous spoiler, mais juste pour vous donner quand même une idée de cette atmosphère, de ce qui peut se dégager quand même de cette ambiance. C'est parti. Je pense aussi à tous les petits choix que l'on fait en cours de route, chaque choix menant à un autre, tous aboutissant à une fin. Il y a une multitude de si auxquels je m'autorise à penser. Il y a des moments dont on a la nostalgie, qu'on veut revivre encore et encore, ne jamais quitter.
d'autres qu'on regrette. On voudrait avoir une seconde chance. Je m'efforce de me les rappeler. C'est très séduisant, cette lente danse avec le destin. Une douce torture. Je n'oublie pas, je n'oublierai jamais. Mais il y a d'autres choix aussi. Certains si veulent qu'on en paie le prix. On ne danse pas facilement avec. On les traîne comme des boulets. On les porte sur son dos. Certains si vous fauchent les jambes. Et je ne sais pas si cette lecture rend justice à ce passage. Et je saurais pas vous expliquer pourquoi il m'a arrêtée dans ma lecture et où j'ai eu envie de rallumer la caméra. Comment dire? On est vraiment sur un peu cette ambiance d'Amérique profonde où, vous voyez, vous êtes dans un petit village et toutes les boutiques sont faites de briques et de broc. Celles qui sont pas fermées sont en lente décomposition et on sent qu'en fait il y a cette chute vers l'inexorable, vers une fin qui est annoncée et chacun essaie un peu de s'en sortir et on est dans une espèce de grille permanent et perpétuel. Ben, le fracas et le silence, pour l'instant, c'est vraiment ça. Et il y a quand même cette volonté de Jack de protéger son petit frère, de tout faire pour qu'ils restent ensemble, de tout donner. Et ouais, je suis très émue pour l'instant par cette lecture. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Et rien à voir avec le pâté, mais je vois à l'instant dans le retour caméra qu'on voit les puzzles en fait sur mon radiateur, que d'ailleurs je vais devoir déloger puisqu'ils ont rallumé le chauffage cette semaine. Et je me dis que sur YouTube, je vous les ai jamais montré ces fameux puzzles parce que je m'y suis remise il n'y a pas très longtemps. Allez savoir pourquoi, c'est vraiment une activité que j'avais pas pratiquée depuis l'enfance. Et encore, on peut pas dire que j'étais l'enfant qui faisait le plus de puzzles dans sa vie. Vraiment, c'était pas spécialement mon truc. Et c'est arrivé comme ça à 29 ans. On ne sait pas pourquoi. Et je vais vous les montrer parce que quand même ils sont hyper cool. Et tout a commencé avec un modèle en particulier sur lequel je suis tombée chez Cultura cet été pendant qu'on était à Toulon. Et il s'agit du Harry Potter et la Chambre des Secrets réalisé par Mina Lima, donc c'est chez Ravensburger, c'est un 1000 pièces. Et on l'a fait avec mon mari, ça nous a pris sans mentir une semaine parce qu'on faisait pas que ça, mais on faisait ça le soir, on avait fait ça je pense tout un samedi quasiment. Et vous vous en rendez peut-être pas compte, mais déjà que le dessin était pas hyper facile, mais le pire du pire, ce qui nous a un peu hanté, et sincèrement, si lui n'avait pas eu la patience de venir à bout des éléments du contour, je pense qu'il aurait été infini et incomplet jusqu'au bout, parce que vraiment ces briques rouges et ces têtes de serpent avec le basilic, avec, vous voyez, le décor en fait de la chambre des secrets qui est tout autour, c'était juste un enfer pour différencier les pièces, pour essayer de compléter le tout, mais le dessin est vraiment magnifique. Et Ravensburger en a fait un dédié à chaque année de Poudlard. Je crois que ça s'arrête pour l'instant à la 3e, peut-être 4e, je crois que c'est 3e. Donc du coup pour mon anniversaire j'ai le droit aux 2 autres boîtes, à commencer par celle de l'année numéro 1, donc dans le Poudlard Express, avec Ron, Harry et Hermione, avec toutes les confiseries, le choco-grenouille. Et j'ai très hâte de le faire. Là je pense que pour la période d'Halloween ça va être hyper cool de se pencher dessus. Mais alors quand je vois encore une fois le contour avec que des briques bleues identiques, parfaitement égales, je sens venir la galère. Et le 3e c'est donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc comme ça vous le verrez un peu mieux. Et vous avez donc cette fameuse scène de Harry, Ron et Hermione qui regardent vers le bois parce que ils ont entendu quelqu'un, et bien évidemment c'est les du futur. Bref, je ne vous raconte pas Harry Potter, je pense que vous connaissez par cœur. Et alors là, avec l'ambiance citrouille, avec l'ambiance bestiole, c'est aussi parfait pour Halloween, mais encore une fois, on retrouve ces briques là qui sont quasiment noires et la mort nous attend au tournant. Si ça se trouve, vous vous en foutez royalement des puzzles, mais en vrai, j'avais envie de vous les montrer parce que quand j'en avais parlé sur Instagram en partageant un peu notre galère incommensurable sur Harry Potter et la Chambre des Secrets, j'avais reçu mais vraiment une vague de messages pour me demander d'où est-ce qu'ils venaient, comment est-ce qu'on pouvait se les procurer, s'il y en avait d'autres, que je me suis dit que ça pouvait être sympa de partager l'info parce que, ma foi, on est déjà mi-octobre et si jamais vous cherchez des idées de cadeaux de Noël à préparer un peu en avance, bah au moins vous savez qu'ils existent et si vous avez des Potterheads dans votre entourage,
ça peut franchement être un super cadeau parce que en plus d'être un objet de collection, bah c'est vrai que nous on a découvert une activité qu'on aimait bien faire en couple tous les deux. Plutôt que de regarder un écran, bah en fait on se concentre et c'est un peu de la coopération sur la construction d'un truc et c'est vraiment chouette. Et si jamais vous n'êtes pas très Harry Potter mais que le puzzle peut vous tenter, je vous recommande très sincèrement la boutique qui s'appelle La Dernière Pièce, que vous pouvez suivre sur Insta. Pareil, je vous mettrai toutes les informations, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Mais si je vous en parle, c'est pas du tout parce que je suis sponsorisée ou quoi, mais c'est parce que justement, après avoir fait le premier Harry Potter, bah, je me suis un peu relancée dans cette quête de puzzle et je suis tombée sur ce compte Insta qui est donc une petite entreprise qui est gérée, je crois, par 3 amis. Et c'est un peu des revendeurs qui vont farfouiller sur plein de créateurs, sur plein de sites pour retrouver, dégoter des puzzles exclusifs hyper sympas avec des artistes, parfois venant de l'étranger. Ils ont un très très chouette catalogue, donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Et donc dernièrement, moi j'ai passé commande chez eux pour cette merveille qui est donc un cabinet d'alchimiste que je considère vraiment comme un cabinet de curiosité. Les détails sont assez ouf. Pareil, c'est un 1000 pièces, mais on l'a fait en quelques heures le week-end dernier et vraiment on a pris beaucoup de plaisir. Il était hyper satisfaisant parce que même s'il y a énormément d'éléments et qu'on peut avoir l'impression que c'est complexe, en fait c'était beaucoup plus facile que les Harry Potter parce que justement, comme il y a plein d'objets différents, c'est beaucoup plus facile de rassembler les pièces pour essayer de constituer un peu les motifs que quand on a un fond unique, quand on a un truc très monotone. Donc on s'est régalé et en plus la qualité est vraiment top. Donc je crois qu'il est plus dispo parce que quand j'en ai parlé pareil sur Insta, vous avez été quelques-uns à me dire qu'il était déjà parti. Donc je sais qu'ils font des réassorts réguliers, donc peut-être que ça peut être l'occasion de le guetter. Et puis surtout il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets et ça peut aller je crois des 100 pièces jusqu'aux 1000 pièces. Donc il y en a aussi pour tous les niveaux. Donc voilà, c'est un peu genre mon idée pré-cadeau de Noël, ou si comme moi vous avez plus envie de rester à la maison en ce moment pour profiter de l'atmosphère plus douillette de l'automne. Les puzzles, c'est la vie. Sur ces bonnes paroles, je m'en retourne à ma lecture, j'arrête de digresser et je vous fais encore une fois plein de bisous. À plus. I really just bought Sims. It was on sale for $99. Man, what a weird sign of the times. Need to keep busy, trying to eat the hours away. Who knew that I like Milky Way? Wake up, I'm ready to go, yeah. Feeling so good in control, yeah. And think of the places I could be, so I give up and watch TV. I think I'm going crazy, pacing around my room. Tell me that it gets better, being alone together. The world is upside down and I'm turning inside out. Tell me that it gets better, being alone together. Sit by the window, catching the sun and tracing clouds. I can't believe I'm missing crowds. Time moving so slow, again I'm staring at my phone. Yesterday feels a year ago. Wake up, I'm ready to go, yeah. Feeling so good in control, yeah. Then think of the places I could be, so I give up and watch TV. I think I'm going crazy, pacing around my room. Tell me that it gets better, being alone together. Hey, je vous retrouve le lundi 25 octobre, il est 7h40 et ce matin ça a été assez productif parce que mon chat s'est mis à hurler comme une démone dans le salon et j'ai cru qu'elle était malade alors qu'en fait elle était juste en train de jouer avec son castor en peluche. Donc en fait à 6h20 au lieu de 7h j'étais debout, ce qui m'a permis de faire mon yoga, ce qui m'a permis de me préparer tranquillement et du coup grâce à ça j'ai un peu de temps libre pour venir vous parler de lecture, donc je trouve que ça tombe plutôt bien, c'est assez chouette. C'est d'autant plus sympa que j'ai de la matière dans la mesure où j'ai terminé quelques petites choses pendant le week-end, donc c'est de l'occasion de vous en parler. Et on va commencer avec la grosse déception du moment qui est donc All Our Hidden Gifts, dont je vous ai déjà parlé dans quelques clips précédemment en vous expliquant que mon avis commençait doucement à se dégrader au fur et à mesure de la lecture. J'ai terminé donc ce bouquin ce week-end et ouais, la déconvenue est totale. Pour moi ça a été un peu
une lente agonie ce bouquin, c'est-à-dire qu'il y avait de bonnes idées, il y avait un pitch qui était vraiment accrocheur, qui m'a donné énormément envie de découvrir cet univers, ces personnages, cette ambiance de tarot dans une Irlande un peu brumeuse avec des secrets, des mystères, des disparitions. Et c'est ce qu'on a dans les premiers chapitres qui étaient d'autant plus captivants. Et en fait très rapidement ça s'essouffle et le vrai fond du problème de ce roman, c'est qu'on part dans 1001 directions. C'est-à-dire que vous avez des réflexions à la fois sur l'embrigadement, vous avez des réflexions sur les relations un peu tendues liées à l'histoire du pays, vous avez des questionnements sur le genre, vous avez donc une pointe de surnaturel, magie, disparition, le tout avec des réflexions sur les liens familiaux, sur l'acceptation de soi, sur les codes sociaux, bref, vous avez beaucoup de choses, mais c'est trop éclaté, c'est trop morcelé. On avait l'impression que l'autrice avait envie de parler de tout, et qu'en fait au fond elle n'aborde rien en profondeur. Il y a des idées mais c'est maladroitement exécuté, il y a un vrai problème de rythme, il y a un vrai problème d'ambiance qui est différente selon les moments du récit. Il y a vraiment un truc sur lequel j'ai envie de rager mais je m'abstiendrai parce que c'est vraiment le dénouement de ce premier tome, mais clairement je ne lirai pas la suite. Je suis la première déçue parce que j'avais envie d'apprécier ce livre et clairement pas. Non, adieu, au revoir. Pour tenter d'essuyer cette déconvenue, je me suis tournée vers une valeur plus ou moins sûre qui m'a été prêtée par une collègue, dans la mesure où c'est un énorme coup de cœur, un incontournable qui a gagné des prix, qui a été vu et revu et chroniqué à outrance cette année et demie écoulée, puisque c'est sorti en 2020, et il s'agit de Podom, scénarisé par Hubert et dessiné par Zanzim et publié aux éditions Glénat. Si vous n'avez jamais trop prêté attention au résumé de cette histoire, en gros, dans Podom, on va suivre Bianca qui est une jeune noble milieu Moyen-Âge, je dirais, j'en sais rien, 15e siècle, par là autour, qui va être promise à un jeune homme dont elle ignore tout et elle aimerait énormément apprendre à le connaître pour savoir avec qui elle va s'engager dans la vie, non pas pour rompre le mariage, mais juste pour rendre la cohabitation plus facile. Malheureusement à l'époque ça ne se fait absolument pas. Le mariage est dénué et totalement vierge de la notion de sentiment, de partage, de vie de couple épanouie. On est juste là dans une transaction pécuniaire et immobilière et basta. Sauf que l'avantage que Bianca a, c'est que dans sa famille, il y a un héritage un peu mystérieux qui se passe de génération de femmes en génération de femmes, qui se matérialise sous la forme d'une peau d'homme que vous enfilez littéralement comme un collant, comme une combinaison, comme une cagoule, et c'est vraiment intégrale, c'est-à-dire que tout fonctionne, chaque organe, la peau. À partir du moment où vous avez enfilé cette peau d'homme, vous êtes un homme à proprement parler, rien ne vous différencie d'un autre homme qui est né sous ces attributs. Et donc Bianca, grâce à sa marraine, va pouvoir utiliser ce patrimoine familial un peu hors du commun pour s'infiltrer un peu comme ça en tsum tsum auprès de son futur époux pour tâter le terrain, pour jauger, pour apprendre à le connaître, et ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'est que les deux vont tomber amoureux, c'est-à-dire que son promis va tomber amoureux de Lorenzo, l'incarnation masculine de Bianca, et de là vont découler beaucoup de questionnements, beaucoup de choses, et déjà cette histoire en tant que telle est hyper intéressante pour toutes les questions, pour toutes les thématiques que ça soulève. Mais il y a aussi autre chose en filigrane que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est qu'on va questionner le fanatisme religieux et l'acharnement autour de la chair, autour des tentations humaines liées au corps, liées à l'incarnation charnelle de chaque individu, et c'était passionnant. Je me demande si c'est pas cette partie que j'ai le plus aimée, et Bianca est juste parfaite, que ce soit sous sa peau de Lorenzo ou de femme, elle ne fait pas vraiment de concessions et elle est entière et elle sait ce qu'elle veut et elle va se battre jusqu'au bout pour ses idéaux, et l'histoire n'est pas manichéenne, ça ne se termine pas forcément de la façon dont on l'attendait, mais j'ai beaucoup apprécié cette histoire et ça m'a forcément fait un pincement au cœur en voyant à quel point ces thématiques pouvaient effectivement s'appliquer à l'époque, c'est-à-dire au Moyen-Âge, mais s'appliquaient parfois toujours dans une certaine mesure à notre société contemporaine. Ça nous permet à la fois d'avoir cette envie de faire bouger les choses, de se battre pour nos convictions, et en même temps moi ça m'a fait un pincement au cœur pour toutes les Bianca à travers le monde et à travers les âges qui n'avaient pas la chance d'avoir une peau d'homme et qui donc n'ont pas pu s'affranchir des dictates à la façon de Bianca. J'en dis pas plus, mais vraiment excellente BD, je comprends la hype et elle la mérite amplement. Autre lecture graphique du week-end qui était plus ou moins prévue dans la mesure où elle a été glissée dans ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge de cette année, il s'agit de Witchy, qui est un roman graphique signé par Ariel Slamet-Ries. C'est publié en anglais et à ma connaissance ça n'a pas été traduit, ne sera pas traduit, enfin en tout cas c'est pas dans les tuyaux.
pour l'instant. Et dans cette bande dessinée, on va suivre l'histoire d'un royaume qui a pour particularité de reposer sur un système de caste magique qui peut être mesuré à la longueur de vos cheveux. C'est-à-dire qu'en gros, vous avez des magiciens et des magiciennes à travers tout le continent, à travers tout le pays, qui vont être entraînés, qui vont être formés et ensuite recrutés en fonction de leur capacité pour intégrer la garde de l'Empire. Et le dénominateur commun, le repère, le guide en fait pour détecter un petit peu les capacités magiques des individus, c'est de se baser à la longueur de leurs cheveux, c'est-à-dire que plus leurs cheveux seront longs, plus ils auront été bénis et dotés de pouvoirs puissants par les esprits, et donc plus ils seront réputés. Par contre, la petite subtilité, c'est que c'est très bien d'avoir les cheveux longs, dans la mesure où ça vous offrira plus d'opportunités dans le royaume en termes de prestige, de pouvoir, de responsabilité. Par contre, si vous avez les cheveux trop longs et que vous êtes un peu trop puissant, là l'Empire va se dire que vous êtes potentiellement un danger et vous allez finir sur le bûcher. Voilà. Donc deux poids, deux mesures, et en gros on va suivre l'histoire de Ninève, qui est une jeune femme à la très longue chevelure, mais qui cache ses pouvoirs. Donc c'est-à-dire qu'au lieu de lancer des sortilèges pour se faire pousser les cheveux, comme certains de ses camarades peuvent essayer de le faire, elle au contraire, elle fait en sorte d'avoir une toute petite queue de cheval pour se planquer dans son académie de magique, et il faut la comprendre dans la mesure où son père, qui était un très très puissant mage, a été brûlé devant chez elle quand elle était petite par la garde impériale. Donc on fait profil bas à la maison, sauf que pendant sa conscription magique, les choses ne vont pas exactement se passer comme prévu, et j'ai beaucoup aimé ce premier volume parce que déjà j'ai trouvé ça très intéressant, ce système de magie fondé autour des cheveux, et il y a énormément de réflexions autour du poids, de la transmission et de la façon dont un empire, dont un pouvoir établi en place peut user et abuser de ses responsabilités et transformer l'histoire et transformer ce qu'on transmet aux générations suivantes pour essayer de les embrigader. Bref, il y a des réflexions qui sont pas, comment dire, novatrices dans la mesure où on les a déjà vues dans d'autres œuvres de fiction, mais j'ai bien aimé la mise en place de ce système. J'étais sensible à certaines trouvailles dans cet univers, j'ai vraiment aimé la dynamique entre certains personnages et le potentiel qu'on peut détecter en chacun d'eux, donc j'ai hâte de voir la suite qui normalement devrait être publiée courant février 2022. Le dessin m'a laissé un peu mitigée dans le sens où j'ai trouvé l'ensemble visuellement assez attractif. On se retrouve un peu dans un dessin animé avec une ambiance très néon, très colorée, très vive, très présente, avec ces esprits qui sont très chouettes. Par contre, le chara design est un peu inégal, il y a des choses que j'ai moins aimées que d'autres, mais on sent quand même que l'autrice vient du monde de l'animation, de la 3D, parce que ça se retrouve dans les codes couleurs, dans les codes graphiques, dans la fluidité des mouvements, donc il y a beaucoup de bonnes choses. J'ai pas été non plus transcendée, c'est pas un coup de cœur que je vous recommande à 100%. Il y a des petits éléments à améliorer, il y a des pistes de progression, mais quand même globalement pour un premier tome et pour un premier ouvrage graphique, BD, c'est plutôt convaincant, c'était une excellente découverte, franchement pour le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous cherchez une ambiance magique un peu sympa, excellente piste. Quand je vois le temps qu'il fait dehors, c'est-à-dire il fait nuit, il pleut, il fait froid, ça me déprime un peu parce que j'avais prévu de partir au travail à pied, donc j'ai 1 heure de trajet, donc comme d'habitude avec mon livre audio et mes pieds ça se passe toujours très bien, c'est un moment que j'aime bien parce que ça permet juste de s'offrir une coupure où on respire, où on marche, on fait bouger son corps, et ça me permet de commencer la journée du bon pied parce que ça m'a fatiguée tout en me mettant en condition. Bref, c'est un moment que j'aime particulièrement, mais là me trimballer avec un parapluie au-dessus de la tête pendant 1 heure, je suis moyennement convaincue. Je sais pas ce que je vais faire, mais j'ai très envie de marcher. Mais j'ai juste pas envie d'être trempée, donc voilà, vous voyez mon dilemme moral. On a de vrais problèmes ici, hein, je suis d'accord. Et dernier morceau, mais pas des moindres, pour terminer, pour clore ce chapitre update lecture du week-end, j'ai bien avancé dans Le Fracas et le Silence, écrit par Cory Anderson, publié chez Pocket Jeunesse. Et là, ça y est, j'ai enfin dépassé la moitié, puisque j'en suis à 230 pages sur à peu près 400. Et j'aime toujours autant, le rythme s'accélère et j'ai l'impression à chaque fois j'attends une accalmie en me disant je vais pouvoir retrouver mon souffle, je vais pouvoir récupérer un petit peu de tout ce qui se passe et de cette ambiance tellement froide, si glaciale, si indubitablement désespérée et tendue et anxiogène. Mais non, rien à faire, il se passe toujours quelque chose et on dégringole petit à petit vers le pire, vers l'indicible, et il y a des meurtres, et il y a des poursuites, et il y a des... Bref, c'est une lecture qui est passionnante parce que on est captivé, on a envie d'avancer avec les personnages, de savoir mais jusqu'à quel point ils vont souffrir, jusqu'à quel point ça va être l'horreur et l'angoisse et la solitude et la terreur pour eux. Et à la fois, on n'a aucun moment de temps mort, c'est-à-dire que
il y a une vraie construction narrative qui alterne entre cet effet un peu de répétition où il y a ce froid permanent qui revient. C'est presque un personnage, enfin c'est un élément fondamental dans cette histoire parce que c'est omniprésent et ça détermine bon nombre de choses et vraiment on y est, il fait moins 20 degrés et je vous disais que c'était aux États-Unis mais je me demande si c'est pas au Canada parce qu'on est dans la neige, dans le blizzard, il y a des tempêtes en permanence et ça offre ce côté désespéré et désolé des paysages mais aussi des personnages et c'est saisissant et je grelotte presque quand je le lis et c'est tendu et c'est sur le fil du rasoir. Et j'aime beaucoup cette lecture et les personnages sont pas forcément toujours très sympathiques. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de tensions et on n'a jamais de temps mort tout en ayant un rythme parfois un peu ronflant où on a des scènes qui se répètent mais qui sont toujours dans la variation. C'est-à-dire que certes, on a déjà vécu ce moment mais ça allait peut-être moins mal la première fois qu'on l'a vécu alors que ça semblait déjà désespéré. Donc je sais pas si vous voyez, en fait c'est un peu la variation du désespoir et du pire et c'est le staccato vers une indicible fin que je ne connais pas mais qui ne peut pas être heureuse. Enfin je vois pas comment est-ce qu'on peut sortir indemne de cette situation. Si vous cherchez un thriller froid, anxiogène qui sera parfait pour le challenge Black November ou pour voilà ces jours qui raccourcissent, qui disparaissent où nous-mêmes on rentre dans l'hiver, c'est vraiment un excellent récit, donc j'ai hâte de le terminer et de voir jusqu'où ces personnages vont dégringoler. C'est une excellente lecture, très prenante. Et puis sur ces bonnes paroles, je m'en vais, je vais marcher. Comme ça, je prendrai un petit truc à la boulangerie en arrivant au bureau pour petit déjeuner, puisque là clairement j'aurai pas le temps. Donc je vous reprendrai plus tard pour vous reparler lecture et en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à plus tard. Ciao ciao. How can I go, I think I know how low I could go low, I go low, oh, 'cause I can go low. I think you know how low I can go low, I go low, oh. Hey, je vous récupère, on est quoi d'ailleurs? Mardi 26 octobre, il est 20h, déjà 20h et je viens tout juste de rentrer et d'enlever du coup mon casque parce que j'étais toujours plongée dans le livre audio de Nevermore, le 3e tome. J'en suis tout juste au chapitre 29, donc franchement j'avance bon train et je me régale. Je peux vraiment rien vous en dire parce que si vous ne connaissez pas cette histoire, j'ai vraiment pas envie de vous gâcher la surprise, mais c'est un tome assez touffu, c'est ce que je vous disais la dernière fois. C'est très dense, on rentre dans le détail de certains points névralgiques de l'histoire, de la mythologie qui tourne autour de l'univers, autour des personnages. On gagne en profondeur, en intensité, et l'autrice a créé une espèce de pause, d'espèce d'instant qui dure autour d'un élément central, qui n'est pas sans rappeler quelques actualités de ces dernières années. Donc pour l'instant, ouais, je me régale, c'est toujours un réel plaisir d'y retourner. Et le livre audio est excellent, vraiment. La narratrice, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais j'insiste, la narratrice est à fond dedans, elle prend plein de voix différentes, elle a tout un spectre de modulation et d'intonation qui font fureur. Moi, je me régale et je retrouve ce plaisir d'enfants à qui on raconte des histoires. Et la dernière fois j'en parlais avec un de mes collègues et amis qui me disait que pour lui les livres audio c'est vraiment pas un choix envisageable parce que il a toujours peur d'être distrait, il a l'impression que c'est un peu vieillot et que
il n'a pas la concentration nécessaire pour apprécier l'histoire et se souvenir de tous les éléments, etc. Il a un peu l'impression qu'en fait le livre audio, ça va le traverser comme une note de musique à laquelle on prête pas attention. Et c'est vrai qu'il y a quelques temps, j'étais un peu dans cette vision-là où je me disais je me vois pas vraiment lectrice de ce genre de choses parce que j'ai déjà du mal à me souvenir du nom des personnages, à me souvenir sur le long terme des déroulés, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que ça dépend de l'usage que vous faites de vos livres audio. Déjà, ça dépend de la qualité parce que il y a des interprètes avec qui ça va passer et d'autres pas du tout. Certains que vous allez trouver très monotones, très ennuyeux, voire un peu vieillots ou carrément irritants. Et en général, on s'en rend compte tout de suite, c'est un peu... C'est un peu comme quand vous rencontrez une nouvelle personne avec une voix nasillarde ou avec une intonation qui vous plaît pas du tout, qui vous désarçonne. Bah c'est pareil, le livre audio, vous allez tout de suite savoir si celui-là en particulier est fait pour vous ou pas. Et en plus de ça, je pense qu'il faut juste trouver les moments et la façon de consommer ce médium qui vous plaisent, qui vous correspondent. C'est-à-dire que moi je sais qu'il y a vraiment 2 moments seulement pendant lesquels je peux me concentrer, enfin qui sont appropriés au livre audio. C'est le soir quand je suis couchée, parce que pour le coup c'est un moment privilégié dans lequel je suis totalement immergée, il y a du calme, je suis à fond dans l'histoire et parfois ça peut m'arriver d'écouter 2 heures de livre audio ou simplement de m'endormir devant et c'est pas grave parce que je retrouve assez facilement là où j'en étais. Donc c'est un instant que je vous recommande, n'hésitez pas à tester si vous vous dites « je suis pas sûre ». Au moment du coucher, plutôt que d'avoir votre liseuse ou plutôt que d'avoir votre bouquin, essayez. C'est un vrai moment de bonheur à s'accorder. Et sinon, j'adore écouter les livres audio quand je marche. Ça fonctionne hyper bien. Pourquoi? J'en sais rien parce que je module un petit peu en disant que c'est bien quand je connais le chemin ou alors quand je déambule et que j'ai pas besoin d'avoir une destination. Si je suis un peu pressée, si je connais pas l'itinéraire et que je dois regarder sur Google Maps, etc., là ça fonctionnera pas. Mais si c'est un trajet quotidien, si c'est un trajet où j'ai décidé de sortir et de profiter, ça fonctionne à merveille et c'est un moment extraordinaire. Je ne vois pas l'heure passer quand je vais au boulot, je vois pas l'heure passer quand je rentre du travail. Et de manière générale, globale, je dirais que si vous êtes un ou une consommatrice de vidéos YouTube, que vous regardez quand vous faites votre vaisselle, que vous regardez quand vous faites vos tâches ménagères et que vous aimez les podcasts, il n'y a vraiment aucune raison que vous n'aimiez pas les livres audio. C'est sûr que si vous essayez quand vous faites du ménage, quand vous faites de la cuisine ou quand vous faites des trucs un peu compliqués ou que vous conduisez, il y en a chez qui ça va passer parce que il y aura suffisamment d'attention pour capter les deux. Moi je ne peux pas conduire et écouter un livre audio, c'est pas possible. C'est soit je rentre dans un arbre, soit je n'écoute rien du tout de ce qui se passe. Donc à choisir, c'est vite fait. Mais sincèrement, quand je marche et quand je suis couchée, régal. Et donc tout ça pour dire que celui de Nevermore est excellent. Et d'ailleurs si un jour ça vous intéresse que je vous fasse un format hyper court de vidéo dans lequel je vous présenterai mes livres audio préférés pour démarrer ou tout simplement ceux qui m'ont le plus convaincu pour essayer de voir si ça peut vous convenir ou pas, n'hésitez surtout pas à me le dire. Je pense que je commence à en avoir un certain nombre à mon actif qui sont assez variés, donc en vrai il y a moyen de faire quelque chose, donc si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à vous manifester. Bon et sinon en termes de lecture, c'est à peu près tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui parce que je suis toujours dans le fracas et le silence. Je me régale toujours autant, j'en suis à plus de la moitié, là j'en suis presque à 300 pages, donc j'ai pas de nouvelles impressions à vous partager. On continue vraiment sur la digne lancée de tout ce que j'ai pu vous dire depuis le début, donc je pense que je reprendrai la caméra au moment de la clôture pour vous donner un avis global et définitif sur l'œuvre en général, mais je vais essayer de faire ça ce soir parce que je suis toute seule à la maison, j'ai une soirée tranquille où je ne vois personne, où j'ai rien de prévu, donc j'aimerais bien le dégommer, pas parce que j'ai hâte d'en finir et de passer à autre chose, mais parce que j'ai des livres que j'ai achetés spécialement pour la semaine d'Halloween et j'ai envie de m'y mettre. Et avant de m'en aller préparer ma petite soupe pour ce soir et de bouquiner, je voulais déballer avec vous ceux-ci qui sont en fait des robes. Alors ça n'intéressera pas tout le monde. Vous allez vous dire pourquoi des robes dans un vlog, on s'en fout un peu. Mais en vrai il y en a une qui potentiellement peut intéresser quelques personnes parmi vous parce que c'est quand même en lien avec la lecture. Donc je vais vous montrer au moins celle-ci parce que... Et c'est la première qui se présente quand j'ouvre le paquet. Et je sais pas si vous voyez un petit peu.
Je suis vraiment comme une enfant. J'espère que la coupe sera sympa, mais déjà le motif, je suis joie, je suis bonheur, puisque c'est une robe livre bibliothèque avec tout un tas de détails. Vous avez plein de dos de bouquins qui sont couchés, qui sont mis sur le côté avec des vases et des lampes et des chats et des appareils photo, voilà, tout un tas de petits détails. Je suis si contente, je suis si satisfaite. En plus, c'est une coupe que j'aime bien, qui fait un peu robe vintage, cintrée. Bref, je suis totalement fan. Je les essaierai, j'essaierai peut-être de vous mettre des images de plein pied pour que vous ayez une idée un petit peu de la coupe, du tissu, ce genre de choses, mais vraiment je suis ravie. Et j'en ai commandé 2 autres, alors qui n'ont rien à voir avec les livres, hein, pour le coup, mais donc j'y suis, je vais vous les montrer rapidement. C'est rigolo parce que c'est le même type de modèle, mais c'est pas du tout le même tissu. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus souple et on est un peu ambiance à l'anglaise, hein, avec des théières et des tasses de thé. Voilà, on est vraiment sur ambiance tea party en Angleterre dans un petit jardin au printemps. Le tissu est hyper doux, alors c'est des dominantes de bleu, mais je suis très contente avec une ceinture un peu camel, un peu marron. Ce sera très joli, enfin en tout cas j'espère. Et la dernière est adorable aussi, vraiment je suis très contente de cette commande, en espérant qu'elle m'aille, parce que si j'aime autant les motifs mais que les robes ne donnent rien du tout une fois portées, je vais être un peu déçue. Et c'est rigolo, encore une fois on est sur un autre tissu et une autre finition, parce que du coup il y a des boutons perlés. Ouh, et un tissu encore plus souple mais plus épais, j'ai l'impression qu'il est doublé. Et là ce sont des petites fusées, des petites comètes, c'est vraiment ambiance balade dans l'espace. Je suis assez fan, donc je ne regrette absolument pas mon achat, et si jamais ça vous intéresse, bien entendu je vous mettrai le lien du site internet et j'essaierai de retrouver les références exactes dans la barre d'infos. Si jamais l'envie vous prend de vous faire plaisir, parce que je me dis toujours qu'en plus on va approcher gentiment de Noël et que pareil une robe ça peut être sympa. Vous avez le choix entre le puzzle et la robe dans cette vidéo, donc voilà, si ça peut vous aider pour faire vos petites courses de Noël ou vos wishlists, bah ma foi, c'est toujours ça de prix. Voilà, et après cet immense déballage et ce blabla, ce flot de paroles ininterrompu, je m'en vais vous laisser. Je vais aller faire ma fameuse petite soupe de légumes avec mes petites tartines de fromage. Ça va être trop bien. Je sais pas ce que je vais regarder parce que j'aime bien manger devant un épisode et après bouquiner. Et je sais pas du tout parce que je suis à jour dans Acapulco, je suis à jour dans Ted Lasso la saison 2. Fondation, le prochain épisode c'est vendredi. Je pourrais continuer soit Physical, qui est une très chouette série aussi sur Apple TV. Vous allez croire que je suis sponsorisée, mais pas du tout. Je trouve qu'ils font quand même des choses de qualité, il y a vraiment du budget au niveau des images, de l'esthétique, c'est hyper soigné, très léché. Mais je sais pas, je peux regarder soit ça, soit sur Netflix, j'avais bien envie de tenter The Chair, donc la directrice en français, qui est donc sur l'une des premières directrices ou profs d'université en Angleterre, je sais plus exactement, ça se trouve je vous dis plein de bêtises, mais ça tourne autour de l'univers académique avec du féminisme, donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne. Et puis voilà, vous savez vraiment tout ce que je vais faire, et je pense que je vais aussi en profiter pour switcher un peu, hein, parce qu'il n'y a pas de mauvais moment, d'autant que j'ai enfin acheté Teacup, qui a l'air d'être un jeu si adorable. Je sais pas vraiment quel est le principe, je sais juste qu'on incarne une petite grenouille avec une robe et que vous allez vous balader dans votre village qui est terriblement mignon avec plein de petits animaux, et vous devez faire du thé et il y a des petites balades, des petites missions, des petites quêtes de discussion. Ça a l'air juste adorable, enfin vous commencez à savoir quel est mon type de jeu à force, donc voilà, ce sera peut-être l'occasion de faire un tour là-dedans histoire de voir ce que ça donne. Et stop, cessons de parler parce que je divague, je pars dans tous les sens. Mais je suis très contente de vous avoir parlé aujourd'hui. Je vous retrouve, j'espère demain, pour vous donner mon avis final sur Le Fracas et le Silence et clôturer gentiment ce vlog et passer à fond en mode Halloween parce que je suis vraiment sûre d'adorer les lectures que je me suis choisies. Ça va être trop bien. Et sur ce, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne soirée. Enfin bon bref, quand vous regardez ça, je sais pas quand est-ce que ce sera, mais je vous fais plein de bisous et je vous récupère sans doute demain. Ciao ciao. Hey, comme promis, je vous récupère mercredi
27 octobre au matin. Je suis en train de siroter tranquillement mon petit thé. Je vais prendre mon petit déjeuner dans un instant. Mais avant ça, je voulais gentiment clôturer ce vlog en vous donnant mon avis final, comme promis, sur Le fracas et le silence de Cory Anderson, publié chez Pocket Jeunesse, que j'ai donc terminé hier soir comme prévu, qui, au bout du compte, aura été une lecture très prenante, très divertissante, très réfrigérante, et je continue vraiment dans la même lignée de tout ce que j'ai pu vous dire à son propos depuis le début, c'est-à-dire qu'on est sur un récit désespéré, sur un récit haletant, un petit peu pulsant comme une plaie à vif qui suppure sans cesse. Donc vous voyez, c'est un peu cette ambiance, c'est glauque, c'est prenant, c'est déstabilisant, et sincèrement je comprends le côté young adult parce que deux des protagonistes ont 17 ans, mais je pense que si vous le lisez à 12 ans, il y a moyen d'être un petit peu marqué au fer rouge. Donc j'espère qu'il est bien vendu auprès du lectorat qu'il cible, parce que autant le côté adulte, je comprends tout à fait, c'est un thriller, c'est une quête haletante simplement du point de vue de deux adolescents, mais par contre c'est vrai que pour de jeunes ados, si ça leur tombe entre les mains, il y a quelques scènes vraiment qui vont leur rester en tête vivement et pendant un certain temps. Mais globalement voilà, j'ai été très satisfaite, je l'ai dévoré assez rapidement, et pourtant c'est pas du tout le type de texte vers lequel je me tourne spontanément, parce que je suis pas très thriller, je suis pas très policier, enquête, mystère, disparition, c'est pas trop ce que j'apprécie lire ni regarder, et pourtant j'ai pris beaucoup de plaisir. Après, je vous cache pas que j'ai été légèrement déçue par la fin, mais encore une fois, je peux pas étayer mon propos parce que ce serait vraiment un scandale d'en parler. Mais en fait, j'ai trouvé qu'on allait vers une progression sans fin, et qu'après, on nous posait un peu là en disant bon bah voilà, hop, vous voyez, un peu comme si on avait balancé les personnages d'une pichenette et puis au revoir. Alors en même temps, on n'aurait pas pu non plus rajouter 10 000 et une choses, mais j'aurais aimé un petit peu plus de temps passé sur cette fin. Et globalement, en fait, j'ai trouvé que c'était très intéressant du point de vue de la construction, parce que je m'en suis rendu compte en cours de lecture. Au début, vous avez un chapitrage progressif, absolument normal, et en fait, à partir d'un point de jonction, d'un point de rupture, on va repartir en sens inverse, c'est-à-dire que du chapitre 30, on va repasser au 29, puis au 28, dans une espèce de compte à rebours un peu affolé. Et donc, ça exprime vraiment bien cette montée, ce climax, jusqu'à un point de non-retour, et après on est là, on est en haut de la montagne russe, et on se dit mais ça ne peut pas finir autrement que dans cette direction, je ne peux pas revenir en arrière, ce qui était déjà pas ouf. Et ça va être affreux, mais je ne sais juste pas dans quelle mesure le degré, l'angle d'inclinaison de la pente sera terrible. Je pense que c'est l'une des explications les plus vaseuses que j'ai pu produire. Cette métaphore n'a aucun sens en littérature, mais j'espère que vous comprenez globalement l'idée. C'est juste que d'un point de vue de la construction narrative, on est vraiment sur quelque chose de maîtrisé. Et pourtant, à un moment précis, je me suis dit, ce chapitre, il était glaçant, il était vraiment bien mené, mais je l'aurais pas mis là. Parce qu'en fait, savoir ce qui était décrit dans ce chapitre était indispensable pour la suite, mais d'un autre côté, on aurait pu le basculer 2-3 chapitres après pour maintenir le suspense et le côté haletant de se dire ok, comme je n'ai pas l'information au même titre que les personnages confrontés à ce truc-là, je suis en panique. Alors que de savoir ce qui s'était passé, ça désamorçait un petit peu la tension qui était construite. C'est très difficile, vraiment, vous me voyez sortir les rames parce que je peux pas vous expliquer clairement, mais en gros ça pour dire qu'il y avait de très bonnes idées, mais que dans l'exécution, je pense que c'était encore perfectible. Le dernier 5e du bouquin aurait pu être amélioré à mon sens. Les 4 premiers impeccables, vraiment efficace, et la fin perfectible, mais pour autant l'ensemble se tient bien. Donc voilà, si vous cherchez un petit thriller qui va vraiment vous plonger dans l'ambiance hiver parce que on a l'air de se peler les miches au Canada, ben vous tenez quelque chose de solide. Et histoire de mettre un point final satisfait sur ce vlog, j'aurais adoré vous donner mon avis terminé sur Lolopox, donc le 3e tome de Nevermoor. Et vous voyez qu'il ne me reste pas grand chose. Là je vais encore partir au bureau à pied parce qu'il a l'air en plus de vouloir faire beau, donc ça c'est cool. Et je pense que
j'aurais peut-être pas fini le livre audio en arrivant au bureau, mais il me restera vraiment pas grand chose. Donc à mon avis, ce soir, ce beau bébé sera clôturé. Et je sais pas pourquoi, si jamais vous lisez des livres audio, est-ce que vous aussi vous suivez quand même la progression sur l'exemplaire papier que vous avez? Je sais pas pourquoi, j'aime bien voir quand même la progression physique, tangible, surtout sur les gros pavés pour me dire ok, j'avance bien, il me reste plus grand chose. Et voilà, bref, tout ça pour dire que je ne vous donnerai pas mon avis fini, définitif dans ce vlog-ci, mais sachez juste que c'est une excellente lecture. Et hier soir, pendant que je balayais distraitement des yeux ma bibliothèque, je suis tombée sur donc le 2e tome qui est dans mes étagères, et je me disais que cette série n'est pas assez représentée. C'est-à-dire que je pense qu'en tant que personne qui aimons les livres et qui aimons regarder et consommer du contenu littéraire, on a l'impression de le voir partout parce que on le remarque sur Instagram, parce qu'on le remarque sur Booktube, mais pas autant que d'autres séries déjà. Et surtout, je pense qu'il y a un peu cet effet microcosme où moi, travaillant dans l'édition et ayant parfois accès à des chiffres de séries ou de bouquins qu'on voit énormément, je suis souvent désarçonnée de me dire mais c'est étrange parce que je le vois vraiment littéralement partout. Et pour autant, les ventes ne suivent pas, ou en tout cas ne sont pas aussi élevées que ce qu'on pourrait penser, parce que la visibilité médiatique sur Instagram est une chose, mais la réalité en librairie en est une autre. Et parfois, il y a vraiment un gap entre les deux, et ça m'avait énormément marqué à l'époque parce que j'avais regardé les chiffres de vente d'Aeternia de Gabriel Katz, qui est une série dont on a énormément entendu parler sur YouTube il y a quelques années. Et donc j'étais persuadée que ça avait vraiment fait un carton plein, que ça s'était vendu à plus de 10 000 exemplaires. Et en fait, quand j'avais vu les chiffres de vente, non. Non. Alors c'est sûr que pour de la fantasy, d'une maison d'édition qui était pas non plus à son sommet à l'époque, donc Scrinéo, c'était pas mal. Vraiment, il y avait quelque chose, mais c'était pas le best-seller auquel je m'attendais et j'ai été hyper surprise. Donc tout ça pour dire que je n'ai aucune idée d'à quel point Nevermore se vend bien, mais ce que je me disais par contre, c'est que j'ai pas l'impression que cette série ait la reconnaissance institutionnelle qu'elle mérite. C'est-à-dire que je le vois pas hyper représenté en librairie. Je le vois pas recommandé vraiment de manière générale dès qu'on sort un peu de la sphère YouTube, Instagram littéraire. Et pourtant c'est dommage parce que elle a un solide et qu'elle est digne, sincèrement, d'être le nouveau Harry Potter. Alors, je dis pas que ça doit être un phénomène mondial aussi énorme, avec des films, avec des goodies à outrance, c'est pas forcément ça, mais cette série a tout ce qu'il faut, là où il faut. Alors certes, j'en suis qu'à la fin du 3e tome sur 9, donc on a le temps de voir les choses se casser la gueule, je suis d'accord, mais c'est inventif et c'est nouveau et c'est audacieux et vraiment j'adore cet univers et je trouve qu'on devrait le voir plus souvent. Voilà. Grosso modo, c'est tout ce que je voulais dire. Donc je vais m'arrêter là et puis je vais manger. Et cette fois, c'est bon, je m'arrête ici pour ce vlog. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à venir discuter avec moi dans les commentaires. Merci vraiment pour votre soutien. Merci d'être aussi compréhensif à chaque fois que je m'absente pendant des semaines, parfois des mois. Et d'être toujours au rendez-vous quand je reviens, même si je suis toujours un petit peu stressée. Bref, je ne m'étends pas, mais vraiment merci beaucoup d'être là. Et sur cette bonne parole, je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! How low can I go? I think I know.